Donc, vous avez la bienvenue. On a de nouveaux, je ne sais pas s'ils sont ici. Ah, on n'a pas là? Mais je peux commencer tout d'abord par les remerciements, puis les bienvenus. Rosie Fournier, elle n'est pas ici. Hazel Gachoka, non plus. C'est les étudiants qui ont été élus pour l'année prochaine, donc j'imagine que Marie-Claude Noël, non plus. Brenna Quigley. Nick Zorn. Donc, il faudra les remettre en septembre, s'il te plaît, puis les mettre sur tes notes. Émilie Moniz qui a été élue. Mais en tout cas, je pense qu'on va les remettre pour le Sénat de septembre, parce que juin, ils ne seront pas plus ici, j'imagine. On peut les mettre, mais je pense qu'on a plus de chance celui de septembre. Par contre, on peut remercier ceux qui sont partis, parce que de toute façon, ils ne sont pas là en septembre. Ils ne sont pas là en septembre, c'est ça. Andrew Bozari de médecine. Viva Dadwal des humanités pour la FESP, la Faculté des études supérieures et postdoctorales. David Girard de la Faculté de droit. Maureen Azinoff de la Faculté des sciences sociales. Luc Lendrum de la Faculté de génie. Choued Redouane de la Faculté des sciences. Et Martin Schultz-McAlpine de la Faculté des arts. Ce sont les étudiants qui ont terminé. Et donc, on souhaitera la bienvenue aux nouveaux lorsqu'on aura la réunion de septembre. Donc, ça nous amènerait... est-ce qu'on a l'ordre du jour? Est-ce qu'on a le... C'est combien, ça, là? Hein? Pouvez-vous lever les mains, ceux qui sont membres assis là? « 33, je compte. Donc, il manquerait... c'est quoi le... 5 personnes? OK. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut... si vous ne voyez pas d'objection, deux possibilités. On peut faire l'ordre du jour, mais il faudra entériner en espérant que les 4-5 personnes qui nous manquent arrivent. Et qu'on entérinera le nombre au prochain Sénat, les décisions qui ont été prises. Sinon, vous êtes dérangé pour rien, ce qui est un peu malheureux. Oui. I would object to starting the meeting before we have quorum. And I think you have just counted quorum, and we are a number of members short. We are 4. We are 4 members short of quorum. I don't think it's appropriate to start the meeting until we have quorum. Yeah, let's do. Et la maison de quorum d'été. Pour faire les items d'information. C'est juste que, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas nos choses, c'est pas... il existe l'idée d'un quorum d'été, mais il faudrait aller le vérifier dans nos statuts et règlements. Parce que les étudiants, c'est souvent l'enjeu l'été, parce que les étudiants, comme on a vu, on a 5 ou 6 étudiants qui sont nouveaux, mais ils ne sont pas là l'été. Donc, on a toujours... mais malheureusement, on n'a pas ici les documents, c'est comme d'été. Mais on va faire les points d'information, puis à ce moment-là, si on n'atteint pas le quorum, il nous manque 2 ou 3 personnes, à ce moment-là, on le fera. Bon, de toute façon, est-ce qu'il y avait des questions sur le procès verbal? Oui? Mr. Chairman, yes, could I have a clarification? Are you proposing that we go to the foreign information section now before we have quorum for the meeting?
Yeah. What the only thing I'm doing, we are doing the question of information, see whether there are some modification and information point. We're not going to go through the point that need to be discussed and voted by the Senate. So it's not a... I would like to raise a point for information after quorum has been established. So I just... So you just wait until we know whether we get the quorum or not, and then you can raise it at that point. That's yes, what you want to do? If we still don't have quorum after, I don't know how that works. If we're going to, at some point, if we don't have quorum, decide to cancel. We're going to wait until 5 or 10 minutes to see whether we can get. We're going to get the quorum, and if we don't, then we don't. Sorry, we'll wait until 5. We're going to wait about 5 or 10 minutes Oh, I see. Okay. to see whether we get the quorum. Signe mon nom. OK. Mais juste comme sur le procès verbal, est-ce qu'il y avait des questions ou des suivis qui étaient... on l'adoptera pas formellement, mais s'il y a des corrections, c'est bien de les faire tout de suite avant de le passer. Ça va? OK. Donc, conseil d'études de premier cycle, on va attendre la nomination d'un membre, mais on n'a pas le quorum. Faculté d'études supérieures, il y avait le programme. Gary, ça va si ça va au mois de juin? La même chose que le règlement sur la création. C'est pas idéal parce qu'on a des étudiants qui veulent s'inscrire dès le mois de mai. En fait, essentiellement, si on ne le passe pas aujourd'hui, ils ne pourront pas s'inscrire à moins de jouer dans le système étudiant. Là. C'est pas. Je regarde le doyen Julien de l'autre côté qui me fait des signes aussi. J'espère qu'on va avoir le quorum. Parce qu'on a des étudiants qui attendent pour s'inscrire dans le diplôme d'études supérieures. Tu te remets, t'es si bienvenu, hein? Mais ça, c'est le fun, hein? On devrait l'applaudir. C'est la première fois qu'on m'applaudit quand j'arrive ici. Bon, ben, on l'approche. Oui, yes. Juste une question pour Gary. Clarification, les étudiants gradués à la faculté de médecine sont exclus de ce programme? Ils ne sont pas exclus, ils ne sont pas inclus en ce moment. We're short by one. Next one has a standing ovation. Ça va, ça dépend de votre... I can answer the question in more details. The question is capacity to have more students in the classrooms, because this is based on courses that already exist, and transfert de rajouter. According to us, we cannot admit more than about 8 students per year in this program, roughly. That's the agreement that we have with the School of Management. We have to give priority to the student in the 2 CREATE programs, especially the one in chemistry. Some of these students may be in medicine, but they have to go through the CREATE program to get into this. If there are extra spaces, we can take students from other programs, but it's unlikely. If there is a lot of demand, we can create new courses, but right now it's just in between. Je peux ajouter à ce commentaire-là. C'est pas juste l'espace, c'est aussi la question du financement. Il n'y a pas de financement en ce moment pour ce programme-là pour l'école de gestion. Alors, on a laissé de la place libre à l'intérieur des cours existants. Et pour créer des sections additionnelles, c'est un programme qui ne génère pas de scolarité ni de financement provincial additionnel systématique. Donc, on n'est pas en position de créer des sections additionnelles en ce moment. Il y a un projet en ce moment pour discuter d'autres programmes similaires qui pourraient être de discussion générale, qui pourraient peut-être avoir la forme d'un programme conjoint, et ainsi de suite. So we'll see if there's any traction, if there's any general interest, and if we can find funding associated with that, then by all means, the School of Management would be interested in offering such a program. Merci. On va vous interrompre parce que comme M. Lévesque vient de rentrer et qu'il nous donne le quorum, merci beaucoup. Donc, nous allons reprendre l'ordre du jour au début, à savoir l'adoption de l'ordre du jour
et du procès-verbal. En fait, il y en a deux. Est-ce qu'il y a des enjeux sur l'ordre du jour? Questions, commentaires? Quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour? Merci. Procès-verbaux du 7 mars. Donc, il n'y avait pas de questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a? Ah, je ne l'ai pas avec moi. Est-ce que vous l'avez? Yes. I would like to speak on the motion, or on the minutes. De March 7? Yes, Yes. referring to the extract from the minutes of the Senate for the March 7th meeting. So, a motion on the exchange program between the University of Ottawa and Haifa University was made on March 7th. I submitted the motion to, the motion was to hold applications to the program until a number of concerns were made. It consisted of 4 motions that were each voted on separately, as you may remember. Now, the draft minutes from that March 7th meeting that were sent to senators before the April 4th meeting, that was our last meeting, listed a vote count for each of the 4 motions from the March 7th meeting. And the counts were 1 vote for and 6 abstentions, 1 vote for and 8 abstentions, 1 vote for and 11 abstentions, and 1 vote for and 13 abstentions. And these numbers are in the draft minutes that were submitted to us at the last meeting. So, on March 7th, the chairman, Mr. Rock, unfortunately, in my opinion, rushed through the vote on March 7th and did not announce the vote count as they occurred. And at our last meeting on April 4th, the minutes relevant to the March 7th motion on the exchange program with Haifa University were pushed forward to this meeting on Mr. Rock's initiative. And he said, and I'm quoting from the video of the April 4th meeting, "Here I think there may be an error. We're going to review the videotape just to make sure we have the vote count right. There's some uncertainty whether in fact there was more than 1 vote in favor of at least some of these motions. So if you'll permit us, we'll defer that paragraph from the minutes until the next meeting and verify with the videotape to make sure that the numbers reflect precisely what occurred last month. That would be March 7th. So now for this meeting of May 2nd, we have received a draft version of the minutes of the 4 March 7th motions, which is in your package for this meeting today. And this draft that we have today now has removed all of the numbers, both the votes for the motion and the number of abstentions. To date, no one has questioned the number of abstentions on any of the 4 motions on the exchange program with Haifa. And the abstention counts from the March 7th meeting are correct, and this kind of manipulation of the minutes is, in my view, very bad for the reputation and integrity of the university and of the University Senate. And so I believe we should put the abstention counts into the minutes that we approve for the public record. Okay, the reason why they are not on this list is that because when the question was asked at the last meeting, what the president said at that point was that they would check with the camera, with the film and the web, what was the count, the exact count, because we did not have someone did mention that that person wasn't sure whether the count that we had was exact. And in fact, we did look to the film, and there is no way we can, I mean, we don't have the full room when we have the vote, so we cannot use the film to determine the exact number of abstentions. So what your motion is really to reestablish what was there, although we all know that those figures might not be 100% exact. That's what you're asking us to do? I'd like to respond and clarify. Mr. Rock proposed that we put forward that section of the minutes because, for the reason that the number of votes for was in question. There was no question about the number of abstentions, and that's what the Senate agreed to do. The Senate agreed to put forward that section of the minutes to review the number of votes for each of those 4 motions from March 7th. Now, unfortunately, we have a draft copy of the minutes that has removed the abstentions numbers.
I think that that is wrong, and I think that, I mean, the counts of the abstentions are correct. There has been no question on them to date, and I believe that we should include those numbers in the minutes that we approve for the public record. If members that do agree that the count, because nobody except you did question the count when it was in the minute last time, if nobody object to re-including in the minutes of that motion the abstention, I think we can do that. So is there an objection to putting the number back with the abstention? That's fine. Thank you very much. Thank you. So Just now, to make sure, Mr. Chairman, yes. The minutes from March 7th will include the number of abstentions. Yeah. What we have here plus the vote count at the end. That will be the final approved. We will put the numbers that we had in our notes, mentioning that we're not 100% of the count, because that was not, I mean, there was some question about the counting at that point, but that's the best that we can put in the minutes, is those count, the count that are there. The numbers that were provided before the April 4th meeting. Yeah. Okay. So it's fine for March 7. All in favor of the minutes of March 7? Thank you very much. Now April. Oh, is there an abstention? Sorry, one abstention. Anybody against? No. One abstention. Nobody against. Now April 4th. Any question about the minutes of April 4th? No? All those in favor? Those who oppose? Abstention? 1, 2, 3, 4. That's it. Thank you. Question découlant. Je ne crois pas que j'en ai pour aujourd'hui. Il y en a qui ont des choses à soulever. Voilà. Maintenant, Gary, faculté d'études supérieures postdoctorales, donc le diplôme d'études supérieures en gestion et leadership. Numéro 6. Ah, pardon. Merci beaucoup. Nomination d'un membre. Vous avez le CV. You have the CV of Elizabeth Heidi Kessler. Donc, c'est un poste à combler au Conseil des études de premier cycle. Donc, one student will represent the student on the Council of Undergraduate Studies. And she's VP University Affairs at the Federation since May 1st. Okay, any questions, any comments? There is only one candidate. There was one position that was proposed by the commission. Nobody opposed that? Okay. So we elected by the commission. Point 7. Faculté d'études supérieures et postdoctorales. Le certificat en gestion et leadership scientifique. Donc, il y a quelques années, la Faculté des études supérieures et postdoctorales a engagé un consultant pour faire une étude de marché dans la région, suite à une étude qu'il y a eu aux États-Unis sur ce qui s'appelle le Professional Science Master. Il y a un mode de maîtrise aux États-Unis où les étudiants étudient la science sans faire de thèse et rajoutent des cours de marketing, de management, de ressources humaines, etc. Et ils sont ça s'appelle un Professional Science Master. Et ces étudiants-là sont très, très en demande aux États-Unis. On le mentionne à l'intérieur du document. Donc, c'est des cours qui sont soit dans les sciences de la vie, soit dans les sciences physiques ou même dans le génie. On a fait une étude de marché en proposant différents modèles. Un des modèles qu'on a proposé, c'est celui qu'on vous présente aujourd'hui, qui a attiré plus l'attention de la Faculté des sciences et des employeurs dans la région. C'est une formation additionnelle que les étudiants prendraient pendant qu'ils sont en train de faire une maîtrise ou un doctorat dans une des disciplines scientifiques à l'université. Dans le langage au CGS, the Ontario Council for Graduate Studies, ça s'appelle un diplôme de type 2, c'est-à-dire que c'est un diplôme que l'étudiant fait pendant qu'il est déjà inscrit dans un autre programme
Et lorsque l'étudiant gradue avec sa maîtrise ou son doctorat, on lui donne aussi ce diplôme-là. Donc, l'étudiant gradue avec 2 diplômes. C'est une qualification additionnelle, comme vous le voyez, de 9 crédits. Généralement, c'est 3 cours. Ici, on a des cours de 1,5 crédits, donc on va dire 9 crédits. Nous avions un seul exemple sur le campus de ça, et ça va être le deuxième exemple. Et puis, on espère qu'on va créer plus d'exemples dans le futur. Donc, ce format-là avait été en fait introduit dans la demande de subvention du professeur Bill Ogilvie en chimie, lorsqu'il a fait une demande de subvention au CRSNG sous le programme de CREATE. Et on a eu la subvention qui est de plus de 1 million de dollars, c'est 1,5 million à peu près, ou quelque chose comme ça, autour de 1,5 million, pour former des étudiants à la maîtrise, au doctorat et des postdocs. Et on avait promis qu'on allait créer ce certificat-ci à la demande, en fait, de l'industrie pharmaceutique qui trouvait que nos diplômés étaient excellents, mais n'avaient pas de formation autre que celle de leur sciences de base, la physique, chimie, biologie, biochimie, etc. Et donc, c'est en réponse à cette demande des étudiants, des professeurs du département de chimie, et aussi de l'industrie locale comme pharmaceutique, qu'on crée ce programme-là. Donc, en gros, ce programme-ci a été créé avec l'école Telfer de gestion. Et c'est une série de cours, dont certains sont optionnels et d'autres sont obligatoires, qui augmentent les qualifications de l'étudiant qui va aller travailler, en particulier dans l'industrie. Je ne ferai pas une description au-delà de ça, là, mais le modèle me semble très intéressant et c'est un modèle qu'on voudrait continuer à explorer à l'université, à la demande des étudiants et des facultés. On espère pouvoir utiliser le même modèle pour offrir des qualifications additionnelles, des diplômes d'études supérieures, par exemple en communication scientifique, en propriété intellectuelle, en bioéthique, et puis dans d'autres domaines dans le futur qui sont très intéressants. Et on pourrait les connecter aussi à des programmes de CREATE, ou bien les STIR, les programmes équivalents du côté des sciences de la santé et de la médecine. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Merci, Gary. Question? Oui, Linda? En fait, ben, c'est sûr, j'ai eu la même réaction qu'en médecine. Pourquoi pas d'autres ouvrir? Fait que c'est à toi. Mais je pense qu'une chose aussi à considérer et à voir, je sais qu'on a dit de ne pas mettre les cours en ligne, mais étant donné que l'Institut ontarien s'en vient en ligne et tout, et puis nous, les collègues au Conseil ontarien des universités, on voyait en fait plus souvent des cours en ligne au 2e cycle, 3e cycle, parce que les étudiants sont plus matures, puis ça permet d'ouvrir. Alors, je pense que je vous encourage peut-être à regarder cette option-là aussi. C'est juste un commentaire plus que... Oui, on va certainement regarder ça. Il y a un problème de ressources. Comme le disait le doyen, en ce moment, puisque c'est un programme qu'on fait pendant qu'on en fait un autre, il n'y a pas de revenus additionnels du gouvernement. Donc, c'est quand même une quantité fixe d'argent qu'on est en train de distribuer un peu plus largement sur le campus. Il faut regarder ça. Mais il y a beaucoup d'intérêt. En fait, avant le Sénat, moi, j'ai passé 1 heure avec la faculté de génie et la faculté des sciences sociales pour créer un autre programme de ce type-là. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Et c'est très nécessaire. En fait, pour le faire. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'un programme de ce type existe dans beaucoup d'autres universités canadiennes? Je ne sais pas, en dehors de la province de l'Ontario, il y a une des universités ontariennes, puis là j'ai un blanc, c'est soit McMaster, soit Western, qui a créé quelque chose un petit peu de semblable. Je pense qu'à McMaster, ils sont en train de mettre sur pied la possibilité de faire un diplôme en sciences et le MBA simultanément. C'est un autre mode dans lequel on peut faire ça. On a déjà fait passer ici un autre programme où les étudiants, à partir de l'automne, vont pouvoir faire un doctorat en sciences en même temps que la maîtrise en droit. Donc, on essaie de trouver des modes d'opération comme ça. C'est pas, évidemment, il faut garder à l'esprit que le diplôme de type 2, c'est une création ontarienne. L'éducation étant provinciale, ça n'existe pas sous ce format exact-là en dehors de l'Ontario. Mais partout, les gens se posent la question, comment améliorer les chances d'emploi de nos étudiants du secteur sciences en particulier, mais pas uniquement du secteur sciences. Et c'est un mode d'opération.
Jack? Oui, il y aurait peut-être intérêt d'explorer les partenariats éventuellement une fois que ce programme est approuvé. Le NRC a un programme qui s'appelle LEAP, qui était pour les mêmes capacités qui sont décrites ici, pour ces scientifiques qui ont besoin d'être un peu plus gestionnaires et ainsi de suite. Vous aviez envoyé quelques profs de médecine à y participer. Il y aura peut-être un intérêt pour ce genre de programme, mais aussi pour le financement, parce que c'est beaucoup plus. Oui, Avec le NRC. absolument. Gary, évidemment, je suis très heureuse de voir ça. Je félicite les deux doyens. On se fait dire régulièrement que dans le secteur de la recherche, on a besoin d'avoir des diplômés qui ont des capacités de project management, etc. Donc, c'est excellent. Moi, je me demandais juste si vous aviez considéré la possibilité d'aller vers une maîtrise professionnelle. Il y a le diplôme, mais est-ce que ça prendrait beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartes? Donc, on l'avait mis sur la table, la proposition. On avait mis plusieurs options sur la table. Et puis, les employeurs de la région, si je me rappelle bien, étaient assez partagés sur le mode qu'ils préféraient parce qu'en fait, eux, ils ne s'intéressent pas vraiment à comment les étudiants vont arriver à un certain degré d'expertise. Ils sont plus intéressés au degré final. Les départements de la Faculté des sciences n'étaient pas très intéressés au Professional Science Master. En fait. C'était ce mode-là qui les intéressait davantage. Est-ce que les étudiants de la faculté étaient intéressés? Les étudiants n'étaient pas plus intéressés que les professeurs. Mais c'était la même chose aux États-Unis. En fait, il y a un peu une description. Le Sloan Foundation a mis beaucoup d'argent aux États-Unis. Ça a pris beaucoup d'années plusieurs années avant de décoller aux États-Unis. Et maintenant, il y en a plus de 200 aux États-Unis de ces maîtrises-là. Et vous avez vu, c'est un grand succès. Donc, il faut continuer à pousser là-dedans. On va peut-être arriver à une étape éventuellement où on aura ça. André? Un petit détail, Gary, il y a 2 pages 2. Maintenant, si tu vas à la deuxième page 2, 2 pages 2. Sciences de la Terre. Quand on écrit Sciences de la Terre avec un T minuscule, en anglais, on dirait Soil Science. Ah oui. Si on veut dire Earth Science, il faut écrire Terre avec un T majuscule. J'imagine que tu veux qu'on change de français. Donc, désolé. Je vais pardonner mon collègue physicien. OK. Je ne l'ai pas écrit personnellement, j'en suis finalement responsable. Moi, j'applaudis l'initiative. Je suis tout à fait d'accord avec Mona. Je trouve que c'est excellent. J'étais au dernier congrès du AAAS récemment, où on avait une session complète consacrée aux Professional Masters. Je pense que c'est sage de commencer avec tout petit, parce que ce que j'ai entendu, c'est que de maintenir une maîtrise de ce genre, c'est coûteux. Oui, oui. Ça demande des cours nouveaux. Et plusieurs ont avoué qu'ils auraient préféré peut-être avoir le style certificate. C'est plus flexible et aussi c'est plus adaptable. Donc, je pense que c'est une bonne option que vous avez choisie. Oui, Christian. Oui, moi aussi, je suis très heureux de voir que c'est sur le point d'aboutir. Ça fait pas mal de temps qu'on en parle. Ma question est que tous ces programmes sont conjoints avec Carleton. On l'ouvre aux étudiants de Carleton? Non. Nos programmes de gestion ne sont pas conjoints avec Carleton. Donc, nous allons avoir un avantage compétitif. Merci. Ça va, d'autres questions, commentaires? On pourrait le mettre dans le procès verbal. Donc, ça va? Tout le monde a accepté les réponses. Quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption du programme? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une abstention. Quels sont ceux qui s'opposent? Aucune opposition. Merci beaucoup. Merci, Gary. Maintenant, le point 8, c'est l'événement portant sur la durée des études. Joanne? Alors, c'est un règlement qui se retrouve actuellement uniquement dans les annuaires facultaires et toujours dans la perspective d'établir un répertoire unique de règlements scolaires. Nous proposons le texte suivant. Le règlement est divisé en 2 parties. Une première partie pour le premier cycle et une deuxième partie pour le cycle supérieur. Au premier cycle, il n'y a pas de durée maximale des études, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut spécifier une période de temps après laquelle on pourra imposer de nouveaux cours aux étudiants afin que le diplôme reste pertinent et à jour.
Dans le cas des études supérieures, il y a des délais prescrits pour compléter les diplômes. Est-ce qu'il y a des questions sur... oui, on a discuté avant la réunion, là. La version française, pour ce qui est du premier cycle, commence en disant, au premier cycle, la durée normale des études est de 8 ans. Je pense que ça envoie un message peut-être malheureux aux étudiants. Et donc, en fait, le premier paragraphe, friendly amendment, comme on dit, je pense, moi je propose qu'on enlève carrément la première partie, puis on dise tout simplement, au premier cycle, dans le cas des ou quelque chose comme ça, dans le cas des sections de common law et de droit civil, l'étalement maximal des études est de 6 ans à partir de la première inscription. On n'a pas besoin de parler des autres programmes, parce que le deuxième paragraphe s'adresse aux autres programmes. Donc, dans le deuxième paragraphe, on pourrait commencer, dans le cas des autres programmes de premier cycle, lorsqu'un étudiant n'a pas obtenu un diplôme après 8 ans, etc. Donc, en d'autres mots, le premier paragraphe serait droit civil et droit commun, et le second paragraphe serait l'ensemble de tous les autres programmes. C'est ce que c'est supposé vouloir dire en ce moment, mais ça donne un message additionnel malheureux que la durée normale d'un bac, c'est 8 ans. C'est 8 ans. Je pense qu'il faut le corriger. Mais il n'y a pas de durée maximale, apparemment. On est coincé un petit peu en clair de l'écorce. Gary, on peut le faire comme ça, où on aurait pu dire, normalement, un baccalauréat est terminé avant 8 ans. Sauf en common law. C'est mieux. Je pense qu'on ferait le premier paragraphe, common law, droit civil, et le second, dans le cas de tous les autres programmes de premier cycle, lorsqu'un étudiant... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur la modification proposée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde, on va faire un autre, quelqu'un qui seconde la proposition de Gary? Merci, Mona. Oui, Tony? Well, I think that the same problem exists in English as well. Oh, yes. Normal duration is there. Definitely is not the normal duration, I hope. No, unfortunately, the translation is correct. So the same mistake occurs twice. I have a second comment about translation. En français, du côté des études supérieures, les deux paragraphes se terminent par « certains programmes peuvent exiger ». Alors qu'en anglais, some programs have a shorter time limit. So I think we should say some programs may have a shorter time limit. Or we do it the other way. We say certain programs impose a shorter time limit. May impose a shorter. Or may impose a shorter time limit. But the translation is not exactly the same here. Ou bien on change le français, certains programmes exigent des délais plus courts. Which is true. Le français pour le droit civil dit l'étalement maximal des études est de 6 ans. Mais l'anglais dit encore duration of studies is 6 years. Alors la traduction ce n'est pas consistant. Même ça, oui, le premier cycle. Plusieurs heures. Donc, on peut, pour ce qui est de la traduction aux études supérieures, on va faire une proposition, on verra si un secondaire. On peut transformer la version française. Certains programmes exigent des délais plus courts. Le peuvent ne semble pas très... il n'est pas nécessaire. Can I suggest that this has been remarkably through 3 levels of approval to date, and yet we are looking at the final wording at this meeting. It's surprising. My suggestion would be that we put this off until we get a proper clean translation both in English and in French. Tony, this has been presented to Révision linguistique twice, to translation as well. So. Donc, on voit que le Sénat est un corps important. Oui. Parce qu'on a des yeux supplémentaires qui ont trouvé les problèmes. Je pense que c'est important de soulever les problèmes, puis moi je suis d'accord, on pourra revenir parce que là, il faudrait réaménager les choses. Donc, on a soulevé, est-ce qu'il y a d'autres points de traduction ou de formulation qui pourraient être améliorés, qu'on les améliore? Oui.
it's a minor point. It's the fourth paragraph under duration of undergraduate studies. The last line should be students should contact the Faculty of Education pour être parallèle à la version française rather than the faculty. That's someone I think yourselves. Linda? C'était juste pour revenir au commentaire de Gary par rapport à mettre probablement en premier et général. Après, je ferais l'inverse. Oui, tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai mieux le remettre, parce que tu ne commences pas par des exceptions. Exactement. Donc, on devrait amener le deuxième paragraphe avant. C'est pour ça que mieux vaut l'amener à ce moment-là, pour faire l'exception après la règle. Ça va? Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, François? Juste m'assurer que le Sénat, de façon générale, appuie l'essentiel de la motion. Je pense qu'il n'y a aucun commentaire sur le fond, négatif sur le fond. Je pense que c'était sur la forme et la présentation. Parfait. And I think that if it comes back in June with the modification that we ask for the style, and then people seem to agree with the content. Oui, Monsieur Q. For Oui, Monsieur Ike, on vous a coupé. After this intervention, maybe I did notice that the characters present had the words "no strike" written on their clothes. It probably has to do with the Association of Part-Time Professors at the University of Ottawa who are approaching strike, and I'd just like to support the Association of Part-Time Professors. On that, Mr. Ike, I will just ask you to wait until we get to the end, information, discussion, and then you can bring your point if you want at that point. At this point, we're discussing that element, what was the proposed rules on duration of study. So you have a point on that one. If you don't have a point on that one, we'll just continue and get back. But if you want to discuss that at the end, that's fine. I do have a comment to make on the present motion before the Senate. Yeah. I just would like to mention that if the characters do come back, I would propose that we allow them to speak to the Senate. I'm not sure what's going to happen. Okay, so you don't have anything to say? Yes, I do. I would like to request from the proponent of the motion on the table the rationale for the motion, so that I can consider it for the next time, and other members of the Senate can consider it for the next time it comes before the Senate, because I would speak against this kind of centralization of duration of studies. I think that faculties can handle this kind of question best themselves. So I'd like to know what the rationale is for making this kind of standardized and centralized, regulation. So this has been discussed at the undergraduate committee, and students are present. There was no discussion that was not fair. Actually, it's in order of fairness, in order to have regulation that applies across the university. That was the intent of the regulation, the proposal. At this point, there are regulations within different faculties. It's not that it was something new. I mean, we do have, but they are not necessarily the same, and they are, as you said, it's not right, but then it means the students don't know, and then they are stuck without, I mean, at one point you realize what was the duration, and then it's still the regulation. So the idea is to have something that is clear, as uniform as possible, because as you can see, we already have 3 different ones here. We have one general rule, one from law, and common lines in environmental education. But at least it will be all on the web, all at the same place, all students will have access to it, and then that's going to be much fairer for the students. So that's the idea again. Yes. So then there were no other points of rationale, no other reasons for centralizing this regulation. The only reason was just to have a centralized regulation. It's just to have it available to students in the same place, and having something that is
in most cases, as much as possible, something that is equal to all faculty, to all students. Yes, I would comment that it's much more than putting a regulation in one place. It removes 4 years from certain programs. I mean, I know of students who are maybe have spent 9 years doing an undergraduate program, and they still have a couple of years left to finish. No, it doesn't limit the time that is expected of students to complete their degree. What it says is after 8 years, if you have not completed your degree, the faculty can add some courses in order that your diploma, your degree, is current, up to date, and conforms with the requirements of marché du travail. You can take 12 years to complete your degree if you want to. There's no... Well, 2 points. Because you're representing graduate students, the part of graduate studies has no change. This is the current situation. There's absolutely no change. And one of the issues, if I remember correctly, at the undergrad is that some students take courses in 2 faculties. And they have bidisciplinary programs and so on, and then which of the regulation applying to them was unclear. So here there's one regulation, all students are treated fairly and the same across the university. Oui, Nassan, you will not going to vote for just So to respond to your comment that this centralized regulation would not prevent students from spending more than 8 years to do the degree, I understand, but it is a change because, from what I understand, the faculties would have to add extra courses that they wouldn't add nowadays. No, it was the case. After 8 years for every faculty. Just that now they may add. In engineering, we're accredited every 6 years. So 6 years is the maximum for us. After 6 years, we can add new requirements for our program, as imposed by the accreditation. This is nothing new. Okay, this is what I'd like to clarify. No. Okay, so we'll get back next time. So merci pour avoir soulevé la question. Maintenant, je vais demander à mon œuvre de décider de changer de siège parce que je vais présenter, parce qu'il n'y a pas personne d'autre pour le présenter la prochaine. Je ne veux pas me présider moi-même, ça c'est essentiellement c'est présenter quelques mots sur Vision 2020. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous avez vu que depuis quelques semaines, la version 2 du plan Vision 2020 a été envoyée dans les services, dans les facultés, a été mis sur le site web, les étudiants ont été avisés et on est en période où on demande aux étudiants, s'ils veulent, aux étudiants, aux facultés et aux services, s'ils veulent faire des commentaires, c'est le temps de nous l'envoyer et on demande idéalement avant le 16 mai. Donc, on a pensé que c'est important de profiter très rapidement aujourd'hui au niveau du Sénat pour présenter le contenu de façon schématique du plan actuel, en espérant qu'en retournant dans vos facultés, dans vos services et associations, vous allez pouvoir intervenir et animer un peu les propositions. Les syndicats, oui. Sorry to interrupt, but I would like to know just a procedural question that I'm concerned about, which is that I have tried to bring motions forward and present, and I was not allowed to do that before having a seconder for the motion. And I'd like to know why this presentation is happening without a seconder. Is there a procedural difference, or? Yes, there is. One, it's only for discussion. It's only a presentation for discussion. People can discuss. There is no vote. There is no notification that will be presented here. It's only a presentation for discussion. And it's on the agenda of the meeting. But it's only for discussion. So there will be no vote on that. So, donc, actuellement, on l'a aussi soumis aux différents syndicats, associations, et on leur demande aussi de nous rencontrer. On a rencontré des groupes d'anciens de l'université, on a rencontré des groupes de retraités de l'université, donc il y a plusieurs choses. Donc, juste présenter très rapidement, vous l'avez dans les rues, c'est assez facile à suivre. La chose que je voudrais dire, c'est que
Il y a, pour ceux qui n'ont pas suivi le processus qui a été très long, je peux vous garantir, c'est 2 ans essentiellement que vous avez commencé, mais il y a 2 choses que je mentionnais. La première chose, c'est qu'à l'origine, au point de départ, la vision 2010 avait été faite largement sur la base d'initiatives. Donc, ce qu'on trouvait dans la vision 2010, c'était les initiatives qu'on voulait engager. Et dès le début, il y a eu une discussion au niveau de vision 2020 que ce ne soit pas strictement des initiatives, mais davantage des éléments de vision ou d'orientation générale des objectifs. Donc, c'est ce qui montre que la nature du plan actuel est très différente de la structure du plan de vision 2010. La deuxième chose qui explique aussi le délai qui était assez long en vision, entre l'origine en 2009 et le fait que c'est en 2011 qu'on a la version 2, c'est que vous vous souviendrez que l'année passée, il y a eu énormément de temps et d'énergie qui sont passés sur l'optimisation. Comme Victor n'est pas là, je vais mettre ça sur son dos. C'est-à-dire qu'on était tous préoccupés par le projet d'optimisation pendant pratiquement 1 an, donc les gens n'étaient pas très disponibles. Donc, la vision, essentiellement, vous allez voir, ce qu'on retrouve dans la vision, c'est des éléments qu'on retrouve dans les grands objectifs. C'est-à-dire que vision 2020 par rapport à la vision 2010, on est passé de 8 objectifs principaux à 4 objectifs principaux. Okay? Et étant entendu que l'expérience étudiante est un élément central, le fait que la recherche est centrale parce que nous sommes comme université intensive en recherche, et essentiellement, c'est la formation d'étudiants et de citoyens pour l'avenir. Donc, essentiellement, donc c'est la vision qui est proposée. Je vous encourage, c'est des commentaires, on peut les prendre aujourd'hui, mais à l'intérieur de vos facultés, de vos services, n'hésitez pas à nous donner. Au niveau de notre mission, bon, vous savez tous que les 2 grands éléments centraux de la mission de l'université qui ont été votés dans la loi de 1965, c'est la francophonie ontarienne et le bilinguisme. Ce sont 2 éléments qui sont au cœur de notre mission, le fait d'être au cœur de la capitale nationale, notre bilinguisme et notre engagement envers la culture française de l'Ontario, qui sont véritablement des éléments spécifiques à l'Université d'Ottawa. Mais aussi, ce qui nous marque et ce qui est l'élément central de la mission, c'est que nous sommes une université à forte vocation de recherche. Et je pense que c'est essentiel, et toutes les discussions qu'on a eues entre les 2 versions, que c'était très important que les progrès significatifs que l'université a connus depuis 15 à 20 ans au niveau de l'intensité en recherche soient véritablement un élément qui drive, je m'excuse de l'expression, les prochains 10 ans de l'université. Et bien entendu, au niveau de la contribution à la société canadienne, si on est une université, c'est aussi pour contribuer au développement de notre société et au rayonnement au niveau mondial. Bon, ici vous avez essentiellement, et ça je vous encourage à aller le voir, il y a beaucoup de discussions à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de détails dans le document que vous avez, mais essentiellement, ce sont les grandes valeurs, les éléments qui nous définissent comme institution d'enseignement et de recherche actuellement. Et vous allez voir que c'est défini de façon en plus large, mais sur l'importance de la population étudiante, l'importance du corps professoral, du personnel, de son développement, etc. Notre rôle dans l'enrichissement des savoirs, bien entendu, francophonie, bilinguisme et notre contribution à la société. Vous allez voir qu'il y a différents sous-thèmes qui se rattachent à ce thème-là. Now, if you look at our goals, we have 4 goals in the present proposal. The first one is really a rich, inspiring student experience. Obviously, as you know, it's one of our challenges. We've done a lot in every faculty, in most services. We're still doing changes, but it's certainly something that we want to have a student experience that's a very high quality, and that's something that the university intends to invest in and make sure that some of the programs that we do have, partly because we went from 22,000 students to 40,000 students in about 10 years. We went to, I don't know, Gary would tell me, but probably less than 3,000 students, graduate students 10 years ago to more than close to 6,000 graduate students now, 5,800, something like that. So that's a big change, and we have to learn how to manage it. And I think that's one of our main challenges, to manage what we have become. And I think that's something over the next few years we have to make sure. And you can see in the text that we do have some ideas,
but we do expect that from the faculties and from services will get on the idea to how to improve and ensure that the student will be rich and inspiring. Le deuxième objectif, bien entendu, c'est l'excellence en recherche. Je l'ai dit tantôt, je me répète, l'université a connu et est devenue une des grandes universités canadiennes en termes d'intensité de recherche, les 7e, 8e. C'est une position, et si vous, pour ceux qui parlent à leurs collègues à l'extérieur de l'université, que ce soit les doyens, que ce soit les professeurs, les étudiants, vous avez sûrement entendu au cours des dernières années qu'est-ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa. L'Université d'Ottawa en 2010-2011 n'est pas ce qu'elle était en 95, 98, 99, même en 2000, 2001. Les gens ne regardent plus l'université de la même façon, et c'est largement dû au fait qu'on est devenu parmi les grandes universités de recherche. Ça, je pense que la nature de notre institution, c'est un des éléments fondamentaux qui fait que moi, je peux dire qu'en rencontre des travaux, je suis certain qu'il y a 15 ans d'ici, personne n'aurait pensé que l'Université d'Ottawa devait faire partie du U5, U13, U15. Maintenant, c'est évident pour tous les corbeaux que s'il y a un regroupement des universités de recherche au Canada, l'Université d'Ottawa est nécessairement un des joueurs majeurs. Et ça, je pense pour ceux qui sont professeurs, qui sont chercheurs, vous avez tous vécu les doyens par la part de vos collègues. Les gens ne voient plus l'université de la même façon. Puis je pense que c'est un élément très important qu'on doit maintenir et vous allez voir dans le texte, c'est également l'idée de continuer à suivre le développement de ce niveau-là. Le troisième, il va de soi, je l'ai dit, c'est ce que nous sommes. La francophonie bilinguiste, c'est au cœur de la mission. Et nécessairement, il faut continuer. Il y a eu des progrès, vous allez voir, dans le document important. C'est-à-dire que vous savez tous que le pourcentage de francophones avait tendance à diminuer à partir du début des années 90 jusqu'à vers 2005-2006. Et depuis 2006-2007, on a arrêté la diminution du pourcentage de francophones et on augmente légèrement depuis ce moment-là. Donc, véritablement, il y a des succès de ce côté-là. Et notre importance en termes de recherche, de participation à la communauté franco-ontarienne, je pense qu'il est reconnu de plus en plus par la communauté. Et c'est un élément qui demeure central. Et le dernier objectif stratégique, c'est, of course, is internationalization. It was there in 2010, but obviously for different reasons, we were not as active as we should have been. So I think it's fair to say that we have some catch-up here to do. In every aspect, international recruitment, student mobility, international research, so it's really one that was there 5 years ago, but one we had 8 and goals, and one that we did not progress as much as we would have liked for. I'm not sure reason because of government policies, but over the next 5 to 10 years, that's really something that we have to move on and become really. I don't think that we are at the international level what we are at the national level. So all the progress that we've done at the University of Research, I mean, we have to do the same thing on the international side. So that's the fourth and last one. And also, as we wanted to have only 4 goals, we thought it was very important that you had a number that you can remember and talk about. So, but there are also other important aspects. And our strength and abilities, that's something very important in the program. That's something that I developed. We are part of our community. Just think about health sciences, the importance that we have with the hospital. Just think about management, the importance that we have with some economic sector. Just think about social sciences and dealing with the government. So we are one of the main actors within the region here, and we certainly want to continue our involvement in our communities and be part of that community. Because really, let's think about education. I mean, we cannot have a great program without being linked to the school. And because we are linked to the school, we can have better programs. So really, we do need to work with the schools, but working with them makes our program better program. So really, and that's true in education, that's true in social sciences, that's true in engineering, that's true in medicine or health sciences. So that's something very important for us. En termes de développement durable et sustainable development, l'Université d'Ottawa
puis on le répète, c'est un peu, on est toujours le secret bien gardé, je ne sais pas pourquoi. On est parmi les plus performants au niveau canadien en termes de développement durable, en termes d'impact sur l'environnement. Pourtant, quand on demande même à nos étudiants de nous donner les universités qui sont les plus performantes, on met UBC 5 fois devant nous, alors que UBC a un pire est nettement inférieur en termes de développement. Et je pense que c'est important que, on l'affirme, mais deux aussi, que les progrès énormes qu'on a fait dans ce domaine-là, on continue à les faire. Et le dernier, c'est University Growth. As you will see that plan, we project moderate growth over the next 4 to 5 years. There are two reasons for that. One is that, in fact, as you know, the way our finance is linked to the university act, and if we stop taking more students, that should at least cut back. And that's not the kind of thing that we want for the university. But at the same time, it will allow us to make sure that we can have a new infrastructure plan, and we will put into place build the kind of space that we need to ensure that our students get the better experience, a great student experience. So you will see, and then as well, you will see that it's linked to our goals. There are an accent on graduate students. There is an accent on international students, and there's an accent on francophone students. Okay. And those are really linked to the fact that our goals are research, that the students, francophone students, and international students to increase our link with other institutions. So that really explain what the plan is all about. So if you have any questions or comments, please do. Oui. C'est juste un petit commentaire, François, parce que c'est pour la première fois que j'ai lu les deux côte à côte. Puis j'ai vu une petite coquille au niveau de l'excellence en recherche, au niveau des cibles pour les étudiants aux études supérieures en 2020. On dit 18% en français, puis on dit 20% en anglais. OK. Jean-Marc a pris la note. C'est rare qu'on ait mis côte à côte. Je pense que c'est la première fois que j'ai les deux à côté de l'autre. Oui. Non, je pense que c'est un plan qui, au niveau des objectifs véritablement, je pense qu'on suit vraiment sur ce qu'on a fait dans la Vision 2010. C'est véritablement la poursuite des avancées qu'on a connues au cours des 10 dernières années, véritablement au cours de Vision 2010 qui était de 2005 à 2010. C'est un plan qui est réaliste. C'est un plan qui bâtit sur nos forces. Et c'est un plan qui va nous permettre véritablement à être en 2015 et en 2020 encore une université qui se démarque davantage par rapport à ce que sont les gens. Parce qu'essentiellement, comme vous savez, il y aura des défis. Les prochaines années ne seront pas marquées par les mêmes croissances budgétaires que les dernières. Ça, je pense qu'on le sait tous à Ontario, que les enjeux budgétaires, les défis budgétaires vont être beaucoup plus importants dans les 5-6 prochaines années qu'ils ont été dans les 5-6 dernières. Et donc, il faut en tenir compte. Mais en même temps, l'université ne peut pas se permettre de ne pas continuer à avancer, parce que la position qu'on a acquise depuis une dizaine d'années, c'est une position qui est très enviable. Je pense que, autant au niveau étudiants, professeurs, employés, il y a un désir réel de continuer, parce que la valeur de nos enseignements, la valeur de nos diplômes, la qualité de la vie sur le campus, on les parle. Donc, je vous encourage fortement à participer au processus et à envoyer des commentaires par Internet ou de quelque façon que ce soit. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, je vous prie. Yes, a couple of comments. One is regarding, Mr. Arul, you stressed that international recruitment is a major focus of the university's mission for the upcoming years. And as I've informed the senators, there was a press conference on March 9th where students announced racial discrimination complaints that they've made to the Ontario Human Rights Tribunal. I also informed the senators of the results of that, including media coverage in the national media. In fact, last Friday, April 29th, there was a second press conference held, this time involving students from the School of Nursing, Francophone students from Africa, who annoued racial discrimination that they have experienced, and as well announced human rights tribunal complaints that they have filed. This time the conference was organized by the Center for Equity and Human Rights on campus, which is an SFUO service. The March 9th press conference was organized by the Student Appeals Center, another SFUO, Student Federation service. And so racism is a problem on campus right now.
And the services, the Student Appeal Center and the Center for Human Rights, have announced, that it is a persistent problem. There have been reports filed. On Friday, the Center for Human Rights stated that they have had about 20 complaints of this type in the last couple of years. And so I think that before the university, in my opinion, before the university focuses on international recruitment, we should really be taking action to solve the problem here. The other comment that I wanted to make about the draft Vision 2020 is that in the Vision 2010, from what I remember, there were statements in the section on the values that motivate the work done at the university, and two of those were transparency in governance and as well collegiality in governance. And I'm not sure if members of Senate would agree that those values no longer apply to the university, but they're basic principles of transparency and collegiality that the university governance is founded on. I encourage you to send us your comments on it, and we'll take a note of it. But I just want to mention that if you look to the third one, possibly colleges, the talking about that, feel free to express themselves in the collegial collaborative environment. So the collegiality is there, but we take note of the transparency and governance. I think they were there, but see it. And the comments are to be sent to what committee handles the comments? I might have missed that. I mean, everything will be sent to, and then we have a committee with faculty members, deans, two VPs, and then we will, from the comments, we'll make a notification before it's sent for approval. And the deadline for the comments is May 15th? I think May 16th, if you can, that'd be great, because the idea will be to have it approved by June, so that's why we asked people to send us comments by May possible. Obviously, if you come the 17th or 18th, we'll be still working on it, but as soon, the sooner the better, I'm sure. S'il y a d'autres questions, d'autres suggestions? Donc, merci, je vous encourage à participer dans votre faculté, à nous envoyer vos commentaires. Merci. Donc, ça nous amène au point 10, qui est le comité du Sénat sur l'évaluation des programmes de l'UNICEF. Joanne, oui, alors vous avez le rapport pour l'année 2009, en fait l'année 2010, du 1er janvier au 31 décembre 2010. Le comité a évalué 5 programmes, a assuré le suivi pour, je pense que c'est à peu près 16 programmes aussi. Et vous avez les recommandations, vous avez les suivis qui ont été faits. Vous avez aussi la liste des programmes qui ont été évalués ou qui sont sous évaluation depuis janvier à la fin du document. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est un comité qui fait un excellent travail, je dois vous dire. C'est un travail très exigeant que l'évaluation des programmes. Je vois la symbole qui fait signe de la tête parce qu'on le fait avec eux et donc on évalue les programmes. Donc c'est un comité qui travaille très fort, très sérieusement. Je pense que les voyez tous autour de la table vont tous admettre que dans certains cas, ils reçoivent 4, 5, 6 rapports d'étapes avant qu'on ait véritablement mis en place l'ensemble des recommandations qui avaient été faites lors de l'évaluation. Donc je pense que c'est pris très au sérieux. C'est très important pour la qualité de nos programmes. C'est très important pour essayer que nos étudiants aient la meilleure qualité possible. J'ai plaisir le comité, je dois organiser par la qualité de ce comité-là. Et maintenant, c'est Joanne qui préside. Et je peux vous dire que c'est un comité qui a un très fort et qui fait un excellent travail. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que oui, Mathilde? Oui, peut-être juste souligner le travail du suivi qui se fait à travers ce comité-là, parce que souvent on oublie qu'il y a des recommandations et qu'il y a des étapes à suivre. Et je pense que le fait d'avoir ces suivis bien encadrés, ça aide beaucoup à l'amélioration de notre programme. Ça fait encore partie du travail de ce comité qu'il faut souligner, parce que ce n'est pas facile
pour les prendre et faire partie de ce comité parce que c'est très exigeant et pour les recommandations et pour les souligner, remercier les profs. Vous avez à la page 4, dernier paragraphe, la liste des postes. Je pense que je vais le donner parce que c'est un travail énorme. Vous avez Gilles Carrière de gestion, Christiane Charret de sciences, José Lopez de sciences sociales, Dany Lavaux d'éducation, qui est vraiment dépliqué parce que là, Paul Merkley des arts, Pierre Paillard de génie, Louis Perron de Saint-Paul et Joseph Roche de commandement. Donc, vous voyez, c'est un comité très sérieux avec des gens qui sont fortement impliqués dans la académique. Donc, ça va pour les questions. Donc, je proposais quand même une motion de remerciement aux membres du comité pour leur travail et les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va seconder la motion? Quels sont ceux qui vont faire? Tout le monde est en faveur. Je vais remercier les membres du comité. Objection, opposition. Merci. Merci, Joanne. Maintenant, avant de céder la parole à mon collègue Linda, des choses à dire, j'aimerais dire que Linda nous a avisé récemment que son mandat arrivait à la fin de 2 années. On a dit la chose. Et donc, vous recevrez incessamment une note pour savoir s'il veut y avoir des candidats. Mais on va vous aider aussi, je pense que c'est efficace. On a demandé à Linda si elle accepterait de se représenter et de poursuivre notre mandat. Et elle est tout à fait d'accord de poursuivre un second mandat. On n'a pas demandé à John David Curry, qui est celui qui la remplace. Substitut, merci. Parce qu'il était absent, je vais demander s'il veut rester comme substitut. Mais donc, vous recevrez un courriel dans les prochains jours, vous avisant que si les membres sont intéressés à être candidats, vous allez faire pour le Sénat du mois de juin, on devrait procéder à une élection si élection ou à la confirmation de le second mandat pour le juin s'il n'y a pas d'autres candidats pour le poste. Linda. Merci. Linda? Okay. So again, I will do this in English. I'm sorry, but the meetings are all held in English, and I just take notes as I go. Just to let you know, the news clips, which I usually send every month, I didn't have time in March, so I wasn't able to get it out to you, but the April one's done, so you should be receiving that very shortly. The April 7th, April 8th meeting was hosted here at the University of Ottawa, and we, Alan Rock and myself, have gotten lots and lots of comments that it went really well, and they were really pleased about coming here. So the discussions, there was a lot of discussion around the Ontario Online Institute. So if you recall last year, the government of Ontario wanted to put forth an online institute, and they want this to be live by September. Should I remind you there's an election in October? So they want this online institute, and so that's still going forward. Maxime Jean-Louis was hired as a consultant to put this together. At the colleagues, we had a lot of concerns. As you know, I co-authored a paper on the online courses in education, which is on the COU website. So we had a lot of discussion that we should not duplicate what existed, that it should not get involved, this online institute, in terms of quality assurance. And there was a lot of discussion around whether or not there should be compulsory membership or not. And so everybody felt that compulsory membership should not occur. The possible model of governance that's put out there, they're looking at possibly having 5 universities, 5 colleges, and 5 others, which would include student associations. The relationship between the Ontario, the OOI it's called, the Ontario Online Institute, and Contact North needs still to be defined. We saw it as a place where you can share best practices. As you know, there are very many different ways to offer online courses. And so we saw it as being a nice place to have best practices, although this should not be imposed on people because there's a lot of funds related to this. This would not be funded by BIUs, therefore all BIUs would go to the original university. So the model that they're kind of looking now is universities would suggest online courses that would then be available through the Online Institute. The Online Institute would basically direct the traffic and be looking at the technical aspects of offering these courses.
If everyone did get involved, we're looking at 44 institutions. And they're really seeing this. I think one of the reasons why they're so motivated to put this together is, as you know, they've been pushing very hard for looking at credit transfers and finding a model for credit transfers, and they're hoping that through this online institute, that's going to facilitate credit transfers across institutions. The colleagues are pushing very hard for the committee to bring forth what the added value of an online institute is, because you hear a lot on the sidelines that this might save money, and there's much research out there that's showing that that's not necessarily the case. There's a government community relations committee, and the focus on that was really with the upcoming election, so there wasn't a whole lot that was being discussed there, and the reaction to the budget had just come out before the meeting in April. The budget announcement, the government has made a commitment to a long-term plan. The universities have been pushing really hard for the government to give them a plan for the next 3 or 5 years. And so now there's a 3-year flow of revenue they're interested now in looking at something that's a little bit more than a few months. So there's flow, as you heard about, for money for students, and they're looking for 60,000 new places. How that will be divvied up in terms of undergrad and graduate students has not been determined. So there's a lot of detail that still needs to be talked about. The executive heads got a presentation from CIHR and NSERC, and the perception that was brought forth was that there was a larger grants that were going to smaller numbers of people, and that there was a real concern about this. The plan then is for COU to do some data analysis around where money is going and to what people are going, these funds are going to. And the executive heads asked the colleagues to write a paper on the impact of having this direction of research funds to a select few, what impact that has on people's careers, and what it means also in terms of ranking of universities. Some units, just in passing within the colleagues when we were sharing about this, the University of Guelph makes a point to not put funding in when people go up for tenure. So they're pushing very hard on publications and looking at outcomes and results that way, and not so much the amount of funding. So that was something that was shared with the colleagues. Another discussion that we had in the colleagues is the ministry's bias towards colleges and how the universities really need to start looking at this a little bit more. One case in point is nursing. So Colleges Ontario was aggressively pursuing the government for a BS, Bachelor's of Science in Nursing, to be offered by the colleges. And Humber being the one that's in the top ranking there. So the colleagues really had a very strong discussion around that, and how we really need to start looking at the agreements and that are occurring, and to make sure that because if Humber gets this, it's going to have a tidal wave effect for a whole bunch of other programs. So we really need to keep our eyes open for this. Future colleagues' papers, there's a teaching stream paper that just came out. You should have gotten an email about that. It's also on the COU website. The next one that's being prepared is on course evaluations. Then there's another one that's being talked about, looking at evaluation of graduate courses and graduate supervision. The impact of access copyright, and the one that's been asked for by the executive heads, which would be looking at the impact of these larger grants on professors' careers. The Teaching and Learning Task Force did a survey, and they were, thank you to all the universities, so including the University of Ottawa, in terms of the information that was sent forth about innovations in teaching. And they came up with they're analyzing the data now, and they came up with about 9 different categories of innovations around teaching. And they're going to be looking at this and giving us the feedback on that. Things looking at faculty and TA support, how to teach first-year courses, active learning approaches such as community-based learning, problem-based learning, and so on. Learning technologies, pathways, all of these things are coming up from this survey. The ICAP, an update on that. The first appraisal committee was nominated.
And the members are according to the types and sizes of the institutions. As you can see, there was a lot of discussion in these 2 days. The OCGS they're plowing through the last 32 programs, and they're well underway, and that should be done by their date, which is June 30th. And all of the ICAPs, more than a half of the processes have been ratified and approved. So they're saying they're really starting to get the beat of it now, and things are moving very well that way. There's a mental health task force that's also been struck and looking at the whole mental health issue. And of course, when we had our meeting April 7th and 8th, it was around the time when the Queen's University had their events and with suicide. So it became a very big topic of conversation around the table, and how everything that we need to do needs to take this into consideration. So they're really pushing the mental health issue centrally. There's 5 areas to focus on: legal issues, awareness, looking at the corporate, so what institutions are doing to make students and profs and so on more aware. They're looking at developing a faculty toolkit, so professors can be a little bit more aware, and looking at the warning signs. Policy refreshing their policy and development in different institutions, and developing more and more partnerships with the communities, so to try and get students help as soon as possible. The last thing that occurred was a presentation from the Association of Universities and Colleges of Canada, so AUCC. They were reported that they were pleased to see that higher education was on the platforms of most, if not all, of the politicians. They're doing a federal review on research development. They're continuing to push for copyright legislation. The enrollment across Canadian universities and colleges has increased by 57% in the last 15 years. And half of the faculty across Canada has been hired in the last 10 years. There were 6,000 new faculty members hired in the last 10 years. Operational support has doubled, and research has quadrupled in Canada. Income premium, $1.3 million over a career for somebody who has a university degree over no post-secondary education. So it's worth $1.3 million over a career, and $1 million premium of university over colleges. So when we're looking at the bias for colleges that the government has, this is something that keeps coming up and up and up again. So we need to sell our universities a little bit more. They're looking at transforming undergraduate education, and they're inviting students to talk about this as well. The AUCC is working with the Council on Ontario Universities on the Aboriginal agenda and on mental health. 2011 is the 100th anniversary of the AUCC, so expect some celebration around that. And that's it. Thank you, Lisa. Merci. Question, commentaire? If you wanted to be on the candidate, actually, with all the work you've been doing. Thank you very much for the work. Yep. Merci. Maintenant, nous allons point 12, les décisions du comité exécutif du Sénat, réunion du 28 février, pour l'information sur les questions. 14 mars. Oui. Okay. Sorry. You said point. I don't have any comments. Okay. 28 mars, 28 March, 28. Fine. Okay. Donc, c'est sur le dessus. Point 13, autre question. Vous allez me diffuser, M. Oui. Thanks. In relation to the comments I made on the draft Vision 2020 policy, I mentioned that a press conference was held by 2 students at the School of Nursing on the issue of racial discrimination last Friday. That was organized by the Center for Equity and Human Rights. And that conference follows a... Sorry, I'll just pause so that members close their books. I think you should try to be short because we lost the coordinator. So take your word, fine. Don't take... I'll be brief with this. So the press conference on Friday follows the March 9th press conference where the 3 medical residents raised their complaints, and as well a letter from the Graduate Student Association that was sent to all members of the Senate following our last meeting on April 4th. The letter was sent on April 7th and called for a disciplinary investigation into administrators
specifically Dr. Richard Moulton at the Division of Neurosurgery in the Faculty of Medicine. So, in a television report by Radio-Canada last Friday, Ms. Anne-Fête Moulin of Communications at the University announced that a policy on the prevention of discrimination will be adopted by the upper administration in June. Now, the Student Appeal Center and the Center for Equity and Human Rights, who have organized these press conferences and been involved with many of these complaints over the years, have looked at the draft of this policy, and they inform me that there are still many problems with the draft. So I believe it's important to have a policy, but that we need to make sure it's a fair and just policy. And so I would like to know if the policy will appear before the Senate in June. And I would request that the Central Administration inform the Senate if that will be the case. And if not, then how the policy is planned to be adopted, as Mr. Mel stated. So if the appropriate member of the Central Administration could inform us of that. We will inform you. I'm not sure what's who will approve the policy. I know that at this point we've sent it to all the unions and some associations to get their comments. When we get the comments back, then there will be a new draft, a modification done too. And then, and I'm not sure what I want to say exactly, how it's going to be approved. I don't know if it's more on the board side, because as you know, we have the cabinet system. Some policies have to be approved by the boards, some have to be approved by the Senate, and I'm not sure where it falls. So we're going to check with our UP government and our lawyers to exactly where it should be. We will let the Senate know. Just a comment to let you know as well that I think that our Office of Prevention of Harassment and Discrimination comes to you as well, that we have had a version up on the website where we've invited students to comment. We've written to the SFUO, we have engaged the residents, so there has been ongoing consultation with the student body on the policy from the SAS operation for at least the last 6 months. So there has been some work and some progress, and just to let you know that I think that Ashley Stevens probably mentioned that to you. So I don't know when the final solution will come with the document, but the draft has been up for a while. I would like to make the request that that the Senate be informed of how the policy will be adopted in June, since the communications officer has announced that to the media last Friday. If we could have a response in 1 week. We'll try to figure out when and where. Thank you. Ok, ça va, donc, merci beaucoup.